Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire la review de l'épisode 10 de Kimetsu no Yaiba saison 3 qui est, je vous le rappelle, l'avant-dernier épisode de cette saison. Et bien sûr en deuxième partie de vidéo nous passerons comme d'habitude en mode théorie. Avant de commencer je compte sur vous pour liker cette vidéo si elle vous plaît et vous abonner si c'est pas déjà fait, merci d'avance pour ceux qui le feront. Bon, on a eu encore une fois un bon épisode sans trop de surprises, avec par exemple le combat de Kanroji Mitsuri face à Atengu. D'ailleurs grâce à cela on peut dire que niveau combat on a été servi. Durant cet épisode on y découvre quelques flashbacks concernant le passé de Mitsuri et des relations qu'elle entretient avec certains piliers. Dans la deuxième partie de l'épisode on va voir une belle surprise concernant le pilier de l'amour, ce qui va au passage confirmer une de mes plus importantes théories depuis que je théorise sur Demon Slayer saison 3. Avant d'en parler on va évidemment d'abord commencer par se centrer sur les différents événements de l'épisode, on est donc parti. En début d'épisode, nous retrouvons Mitsuri Kanroji qui s'apprête à affronter la 4ème lune supérieure. Avant de l'attaquer, elle va tout de même demander au démon de relâcher Nezuko et Genya. Bien sûr, la réponse est un refus catégorique, plus une petite insulte qui va perturber le pilier. Ensuite, Atengu va enchaîner en lui lançant une attaque qu'elle va réduire à néant en un clin d'œil. Suite à cela, Atengu va se rendre compte à quel point son adversaire est coriace et va la prendre un peu plus au sérieux. Il va donc poursuivre ses attaques, il va même utiliser de toutes nouvelles techniques qu'elle va assez facilement repousser. Face à elle, il n'a plus d'autre choix que de déployer l'ensemble des têtes de dragon sur elle afin d'arrêter sa progression. Le problème c'est qu'en déployant toutes les têtes du dragon, Atengu va laisser une ouverture pour s'approcher du corps original, ce que Tanjiro a remarqué. De plus on voit que le corps original cherche à s'enfuir de la zone. Malgré l'énorme attaque d'Atengu composée de toutes les têtes de dragon, Mitsuri va tout simplement et en un coup découper absolument tout ce qui va se mettre au travers de son chemin. À la suite de ça, elle se lance à l'attaque d'Atengu et lorsqu'elle va parvenir à approcher sa lame de son cou, ou du moins lorsqu'elle va enrouler sa lame autour de son cou et finir donc par s'approcher de lui pour en finir, Atengu va utiliser l'attaque de Karaku en beaucoup plus puissante, ce que Mitsuri va subir de plein fouet au grand désespoir de Tanjiro, Nezuko et Genya. Après ça on la voit à genoux et ayant perdu connaissance, une situation dont Atengu n'en revient pas car connaissant l'étendue de sa force, une attaque d'une telle ampleur et de plus de plein fouet aurait dû l'anéantir. En effet, malgré le fait qu'elle semble avoir perdu connaissance, Kanroji a l'air de n'avoir que de simples égratignures, ce qui surprend complètement Atengu. Après, perso, je me dis que c'est tant mieux qu'elle ait reçu ce coup, parce que depuis le début, je trouve qu'elle fonce sur l'adversaire sans trop réfléchir, c'est d'ailleurs justement ça qui lui a coûté de perdre connaissance. En effet, elle n'a pas assez évalué la force de son ennemi, ce qui l'a empêché de savoir qu'il n'était pas le démon original, et que donc lui trancher la nuque s'avère être totalement inutile. De ce fait, une fois retrouvée au moment de lui couper la tête, elle s'est fait avoir. Elle a tout de même pensé à contracter ses muscles avant de subir cette attaque, ce qui lui a clairement sauvé la vie, mais bon, selon Atengu, normalement, même en faisant ça, ça ne suffit pas à y survivre. C'est donc complètement insensé pour Atengu de la voir encore entière, et il va donc devoir réfléchir à la raison pour laquelle cette fillette est si forte. Sa réflexion va le pousser dans le sens d'une singularité invisible qu'elle détient, donc un élément qui lui permet d'avoir une force hors du commun. Cela a l'air de complètement réjouir Atengu qui s'imagine déjà en train de la dévorer, ce qui lui conférerait une plus grande puissance. Cependant, avant ça, il doit l'éliminer, et d'ailleurs au moment où il s'apprêtait à lui asséner un coup en pleine tête alors qu'elle était toujours dans les vapes, c'est le moment pour un petit flashback concernant le passé de Mitsuri. On la découvre, j'imagine, plusieurs années avant qu'elle devienne le pilier de l'amour, auprès d'un homme qui n'est pas très gentil avec elle, en lui disant qu'il ne voit pas qui pourrait l'épouser, à part un ours, un sanglier ou un taureau. Il lui dit même qu'il frémit à l'idée que ses enfants héritent d'une telle couleur de cheveux. Cet homme était en fait la personne avec qui Mitsuri était censée se marier. Elle nous parle plus tard d'un mariage arrangé, et comme vous le savez suite aux détails la concernant, cet homme décide de rompre leur fiançailles. À la suite de ça, on retrouve une Mitsuri Kanroji beaucoup plus jeune, donc un enfant qui malgré son jeune âge était déjà plus forte que la moyenne. La première fois qu'elle comprit à quel point elle était différente, c'est lorsque sa mère lui racontait des histoires de son enfance. Elle lui racontait notamment que quand elle était âgée de 14 mois, elle était parvenue à soulever une pierre de 15 kilos. Elle se souvient aussi qu'à 5 ans, elle mangeait déjà énormément, elle adorait la nourriture, elle mangeait tellement que même les sumos du coin étaient surpris. Elle était déjà si forte qu'elle défiait certains sumos qu'elle croisait au bras de fer, son père leur demandait d'ailleurs de ne pas hésiter à y aller à fond, et même avec ça, il se faisait battre en un clin d'œil. Cependant, plus le temps passait, plus elle comprenait à quel point elle était différente des autres filles de son âge. Arrivé au jour où elle commençait à s'inquiéter sur le fait qu'elle ne soit pas en mesure de se marier au vu de ses différences. D'ailleurs, après que l'homme vu précédemment ait rompu leur fiançailles et donc annulé leur mariage, elle décide de se teindre les cheveux en noir tout en se retenant de manger
changer étant donné que c'était pour ces raisons qu'elle fut repoussée. Grâce à ces petites modifications, un autre homme s'est mis à s'intéresser à elle et à cet instant elle commençait à se poser des questions car oui, elle s'apprêtait à se marier avec quelqu'un qui au final ne la connaissait pas réellement étant donné qu'elle se force à être quelqu'un d'autre. Suite à ces réflexions, nous revenons à l'instant présent, donc au moment où elle s'apprêtait à recevoir un coup de la part de Hatengu. Heureusement, Mitsuri a pu éviter de recevoir ce coup grâce à l'intervention de Tanjiro, Genya et Nezuko qui se sont jetés sur elle pour la pousser loin de l'ennemi. Elle finit par reprendre connaissance pile au moment où elle entend Tanjiro dire qu'ils doivent absolument la protéger vu que c'est la plus puissante et que donc elle est leur seul espoir de survivre à ce combat. Au final, en entendant tout ça, elle semble avoir eu la réponse à toutes les questions qu'elle se posait à tel point que les larmes lui sont montées. Ne voulant pas les laisser faire, Hatengu lance une attaque dévastatrice sur nos amis, laissant un court moment de flottement qui force Hatengu à se demander s'il les avait pas tous tués. Jusqu'à ce que tout à coup il entend la voix du pilier remerciant ses camarades de l'avoir sauvé. À partir de maintenant, elle prévient la lune supérieure qu'elle ne rigole plus et qu'elle va se donner à fond pour protéger ses amis. Après ça, on a le droit à un nouveau flashback, mais cette fois entre Ubuyashiki et Mitsuri. On nous montre donc le maître des piliers totalement fasciné par la force de Mitsuri Kanroji, il lui demande d'être fier de sa force et que tous ceux qui jusque-là ont dit du mal d'elle avaient peur de ses talents et qui sont tout simplement jaloux. À ce moment-là, elle qui se demandait si un endroit où elle serait acceptée existait, va trouver chez les pourfendeurs tout ce dont elle avait besoin de ressentir pour pleinement s'épanouir. Ensuite, on va nous apprendre dans un autre flashback que c'est le pilier Iguro qui lui a offert ses longues chaussettes rayées. Iguro qui depuis le début de la série se montre très mystérieux, renfermé et distant, porte, comme vous avez pu le voir, un intérêt particulier pour Mitsuri. Après ces flashbacks, on est de retour pour le combat, et Mitsuri va montrer toute sa détermination en parant d'un seul coup l'attaque d'Hatengu, ce qui va forcer le démon à balancer encore et encore des attaques sur le pilier, qu'elle va absolument tout esquiver et contrer. Pendant qu'elle s'occupe d'Hatengu, elle demande à Tanjiro et les autres de prendre en chasse le corps original qui, je vous le rappelle, a pris la fuite. Évidemment, Hatengu sait ce qu'il risque si ses précédents adversaires principaux parviennent à s'approcher trop près de son corps original. Pour ce faire, il va ordonner à l'une des têtes du dragon de les attaquer, une action vaine étant donné que Mitsuri va lui aussi le dégommer. En attendant, Tanjiro, grâce à son odorat, parvient rapidement à localiser le corps original. Profitant du fait qu'Hatengu est complètement occupé par le pilier de l'amour, les trois amis s'approchent de plus en plus de la position du corps original. De l'autre côté, le combat entre Mitsuri et la fusion des 4 émotions démoniaques fait rage. Mitsuri se montre de plus en plus forte, elle est notamment plus rapide qu'au début, à la grande surprise du démon. Bien sûr, au bout d'un moment, il va finir par se demander pourquoi, qu'a-t-elle bien pu faire pour être aussi forte, comment est-ce possible, jusqu'à ce qu'il aperçoive une marque sur la partie inférieure de son cou. D'abord, il va se demander si elle l'avait déjà à l'origine, d'ailleurs cette marque lui paraît très étrange, elle ressemble, nous dit-il, aux motifs démoniaques. Et cela obligatoirement nous force à se demander que sont les motifs démoniaques. En fait, je sais pas du tout ce qu'il veut dire par là, est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, ou est-ce que c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Quoi qu'il en soit, cet élément agace énormément le démon, surtout que son adversaire est capable, de par sa force, de l'empêcher d'envoyer ses lézards, qu'on va continuer à appeler dragons, sur Tanjiro, Genya et Nezuko. Mais bon, pour lui, à ce rythme, le pilier ne va pas tenir longtemps, et dans très peu de temps, elle s'épuisera complètement. Pour en revenir du côté de Tanjiro et des autres, ils ne sont plus qu'à quelques mètres du corps original, et lorsqu'ils vont décider de lancer leurs premières attaques, le bois qui protège le corps original d'Hatengu va réagir à peu près de la même manière que les têtes du dragon lézard. Il va se mettre à attaquer les jeunes pourfendeurs tout en tentant de s'enfuir et en prenant de la hauteur, et heureusement, les 3 combattants sont parvenus à s'agripper à lui. Le problème maintenant, c'est qu'ils sont sur le dragon en bois, et qu'ils ne peuvent donc pas lui asséner de coups, car s'ils lâchent ne serait-ce qu'une main, ils tomberont de très haut. Et c'est alors que Genya utilise la seule solution qui lui reste, il va se mettre à dévorer le bois du démon dragon. Au passage, il va nous apprendre que quand il bouffe de la chair de démon, il devient un démon temporairement, et plus le démon est puissant, plus vite il se régénère et plus il se renforce. À force de bouffer le dragon démon, Genya va finir par le couper en deux, ce qui va faire qu'il va s'écrouler au sol, et ce qui va donc enfin permettre au pourfendeur de s'attaquer au corps original. Lorsque Tanjiro décide de se lancer à l'attaque du démon, les restes du dragon se mettent à attaquer de tous les sens à l'aide de lianes qui vont faire office de fouet. Suite à cela, Nezuko va balancer son sang sur le reste du démon et va pouvoir utiliser sa technique sanguinaire, ce qui va brûler l'ennemi. Tout de suite après ça, Tanjiro va découper en deux les restes du dragon, où est donc censé se situer Hatengu, sauf qu'il se rend compte qu'il ne l'a pas touché. Au final, ils prennent conscience qu'il n'est même plus à l'intérieur et qu'il s'est enfui. Dans tous les cas, il ne peut pas être loin, et Tanjiro va finir par l'apercevoir tentant de s'échapper en douce dans la forêt. En le voyant, Tanjiro va se lancer à sa poursuite tout en l'insultant de lâche, etc., etc. Et pendant un très court instant, lors de la fuite du démon original, on va nous faire entendre en se centrant sur Hatengu, et d'ailleurs ceci fait suite aux paroles de Tanjiro concernant le fait qu'il doit assumer les conséquences de ses actes.
On nous dit comme un sorte de flashback, je cite, « C'est toi qui l'as commis, donc c'est à toi et à toi seul d'en assumer la responsabilité, espèce de menteur hypocrite. » Tengu va ensuite nous dire que pas une seule fois depuis qu'il est né, il n'a proféré le moindre mensonge. Il dit ensuite qu'il est certes faible, mais bon malgré ça, tous devraient compatir, mais que personne lui accorde sa pitié, alors qu'il n'a jamais menti. Tengu va continuer à fuir, ce qui pousse Tanjiro, Nezuko et Genya à se jeter une nouvelle fois à sa poursuite, sauf que cette fois Genya va agir différemment et va arracher un tronc d'arbre pour lui balancer dessus, ce qui semble pas avoir marché si on se base sur les dernières images. Et c'est donc Nezuko qui semble lui porter le coup final si encore une fois on se base sur les dernières images. Donc après ce focus sur Nezuko qui se jette sur Tengu, l'épisode s'achève. Et ce qui fait donc qu'il est temps de passer en mode théorie et commençons par la fin. Je vais donc commencer par parler du flashback d'Tengu, donc le flashback de son corps original pour être plus précis. Donc comme vous avez pu le voir, lors de sa fuite pour échapper à Tanjiro, Nezuko et Genya, suite aux paroles du jeune Kamado qui disait, pour rappel, qu'il n'assumait pas les conséquences de ses actes, va se rappeler d'un événement passé le concernant. À cet instant et même jusqu'à maintenant, cette scène reste assez floue, mais on peut quand même émettre certaines hypothèses. D'abord, ce qu'on a très clairement remarqué, c'est qu'Tengu, en se souvenant de ses paroles, s'est aussi souvenu d'un homme, un humain, ce qui veut très certainement dire que ce flashback concernait sa vie lorsqu'il était encore un humain. Ok pour ça. Maintenant, si on se base sur ça et qu'on analyse les paroles qu'il s'est remémorées, on entend dire qu'il a commis quelque chose et que c'est à lui seul d'en assumer la responsabilité. Ces deux phrases semblent indiquer qu'il a été pointé du doigt pour un acte qui, aux yeux de ceux qui l'accusent, a commis. Un acte qu'il semble avoir à première vue nié, étant donné que ceux qui l'accusent le traitent de menteur hypocrite. Cette chose qu'il a faite, pour l'avoir tant marqué, à tel point qu'il s'en souvient même en tant que démon, d'autant plus qu'il est un démon depuis au moins un siècle, si ce n'est plus, c'est très certainement quelque chose de grave. On imagine que ça peut être un meurtre au minimum. Il a donc très certainement dû tuer quelqu'un d'important ou a été soupçonné au minimum d'avoir tué quelqu'un. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué vous aussi, mais les démons sont souvent innocents quand ils sont humains et deviennent des démons souvent à cause d'une injustice. Et c'est ça qui me pousse à croire qu'il n'est peut-être pas l'auteur des faits dont on l'accuse. Ensuite, concernant le comportement qu'il a aujourd'hui, le fait de fuir et de laisser le sale boulot au démon qu'il a créé, donc le fait de fuir ses responsabilités en quelque sorte, de plus des responsabilités qui lui ont été données par Muzan, se traduit très certainement par ce mystérieux événement qui s'est déroulé quand il était humain. D'après lui, il a été accusé à tort, il était soupçonné de ne pas assumer ses responsabilités, une accusation qui va lui rester plusieurs dizaines d'années plus tard, si ce n'est plus, donc un comportement qui va finir par adopter une fois devenu démon, dans tous les cas de toute façon, que ce soit des accusations fondées ou non. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Maintenant qu'on a traité de ce cas-là, je voudrais qu'on discute très rapidement du sabre de Mitsuri Kanroji. Pour être très honnête avec vous, son katana me laisse dans l'incompréhension la plus totale. Je ne comprends pas comment c'est possible qu'il soit aussi flexible qu'un fouet alors qu'il est forgé de la même manière que les sabres traditionnels, ou du moins en théorie. Et aussi des fois je me demande pourquoi il y a personne qui en parle de ce katana, parce que c'est quand même assez bizarre d'avoir un katana, un sabre fait de fer qui est aussi flexible. En effet, jusque là c'est le seul sabre qu'on ait pu voir avec une telle particularité, et du coup on se demande qu'est-ce qu'il y a de si spécial derrière tout ça, parce qu'il y a forcément quelque chose. Le seul élément que l'on possède sur ce sabre et qui pourrait peut-être expliquer pourquoi il est si différent des autres, c'est que celui qui l'a forgé est le chef du village des forgerons, qui est au passage le meilleur forgeron de ce village. Mais là le problème c'est que sa création défie toutes les lois de la physique, ce qui pousse la curiosité autour de la création de ce katana. Comment un sabre fait principalement d'acier et dont la teneur en carbone le qualifie d'acier dur ou extra dur peut être aussi flexible qu'un fouet? À cela il y a pour moi deux possibilités. D'abord on peut imaginer que le chef des forgerons possède un secret qu'il cache et qui lui permettrait de créer un tel katana. Un secret faisant usage d'une sorte de magie semblable au pouvoir que sont capables d'utiliser les pourfendeurs, ça peut être un souffle ou un truc dans le genre. Deuxième possibilité, et je dirais la plus probable, c'est que le chef du village des forgerons n'a pas utilisé un acier classique ou de façon générale il n'a pas utilisé des matériaux de base et dispose de matériaux et d'éléments venus d'ailleurs et qui lui permettent de créer des armes qui sortent de l'ordinaire. L'éventualité d'un acier venu d'ailleurs, c'est-à-dire un acier venant soit pas de ce monde ou soit pas de cette planète, est très probable quand on se rappelle que dans le tout premier épisode de cette saison 3, Muzan en voulait aux lunes supérieures car elles étaient incapables de mettre la main sur la très mystérieuse amaryllis bleue, donc une plante que Muzan veut absolument détenir mais qui est à première vue hors de portée pour les plus forts des démons de ce monde. On peut comparer ce fameux acier au sabre du soleil capable de trancher la tête des démons. Pour moi cette explication pourrait être que
l'origine des démons ainsi que ces mystérieux sabres du soleil. On pourrait aussi y ajouter ce fameux ingrédient secret du chef du village des forgerons qu'il utilise justement pour sa création de sabres totalement particuliers, sont en fait tout simplement les mêmes. En fait, ils viennent tous selon moi du même endroit. Donc voilà ce que je pense personnellement du sabre de Mitsuri Kanroji. Je vous laisse me dire vous ce que vous en pensez en commentaire, je suis curieux de voir ça aussi. Avant de passer à la dernière théorie, je voulais vous parler d'une réflexion que j'ai eue à propos du père de Mitsuri et de Mitsuri. Ma réflexion se base plus précisément sur une particularité concernant ces deux personnages et qui se trouve sur leur visage. Et il s'agit en fait des points qui sont en bas de chacun de leurs yeux. J'ai remarqué que la mère n'en avait pas, ce qui veut très certainement dire que c'est une spécificité qui apparaît de façon héréditaire. On peut donc imaginer que les détenteurs de ces fameux points font partie d'un clan et que donc Mitsuri Kanroji est la descendante de ce clan. Jusque là, quand on entend parler de clan, c'est souvent associé au combat, aux guerriers, etc., etc. Donc on peut parler de clan guerrier qui est à l'origine de combattants détenant une force particulière. Cela pourrait expliquer pourquoi Mitsuri dès son jeune âge possède une force hors du commun. Elle est en fait peut-être la descendante d'un ancien clan de guerriers puissants, un peu comme Tanjiro qui lui avait un ancêtre guerrier. Bon, c'est quand même à prendre avec des grosses pincettes, mais je tenais à en parler étant donné que ça m'a intrigué. Et pour finir, nous allons bien évidemment parler de la marque du pilier de l'amour. C'est d'abord Hatengu qui va remarquer que Mitsuri, son adversaire, était beaucoup plus rapide et féroce qu'au début du combat. En se demandant comment c'était possible, il remarque une marque apparue sur le bas de son cou. En effet, c'est bel et bien une marque semblable à celle de Tanjiro et Mushiro, et étant donné qu'on nous a montré aucun lien de parenté entre Mitsuri et le mystérieux guerrier apparu dans les rêves et sous souvenir de Tanjiro, on peut facilement penser que l'ensemble des piliers qu'il nous reste à voir en possède une aussi. Si ce que je dis se confirme, ça voudrait dire que jusque là mes théories sont bonnes et que vous ne regardez pas mes vidéos pour rien. Et ça c'est beau. Ensuite, toujours concernant cette marque, Hatengu va nous dire quelque chose d'assez intéressant. Il va nous dire que la marque apparue sur Kanroji Mitsuri est semblable au motif démoniaque. Est-ce qu'Hatengu vient de nous parler d'un genre de power-up que certains démons sont capables de faire, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît déjà? Du coup, j'ai pas vraiment la réponse à cette question, mais en tout cas, personnellement, jusqu'à cet épisode, je n'ai jamais entendu parler de motif démoniaque sortir de la bouche de démons. D'ailleurs, c'est un coup, Hatengu vient de subtilement nous teaser le prochain pouvoir qu'il va devoir utiliser face à Mitsuri. Bref, dans tous les cas, Hatengu vient de mentionner le fait que leur mystérieuse marque ressemble au motif démoniaque. Et cela va nous forcer à se poser un nombre incalculable de questions au sujet du lien entre ces deux éléments, donc les marques des piliers et les motifs démoniaques. Bon, malheureusement, nous n'avons pas plus d'éléments et il faudra attendre un peu pour en savoir plus. En attendant, je compte sur vous pour me dire ce que vous pensez de tout ça, sauf bien sûr pour les lecteurs du manga, je compte sur vous pour ne pas spoiler. D'ailleurs, je tenais à vous dire que j'ai l'intention de faire une vidéo sur mon compte TikTok pour vous expliquer ce que les studios en charge de cette saison 3 de Demon Slayer vont faire pour le dernier épisode. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte TikTok que je vais vous mettre en description, qui est devant vous et que je vais aussi vous mettre en fiche. Donc voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce qui va se passer lors du dernier épisode, bah vous n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte TikTok, je vais pas tarder à faire cette vidéo. Sur ce, je crois qu'on a fait le tour de cette vidéo, je vais donc vous dire à la semaine prochaine pour parler du dernier épisode de cette saison 3 de Kimetsu no Yaiba. Prenez soin de vous, allez, ciao les potes!